La biodiversité en Gaspésie est riche et variée, due entre autres à la pluralité de ses climats. Du fleuve Saint-Laurent jusqu'au sommet des Appalaches, on y retrouve 5 écosystèmes, dont la mer, la montagne, la forêt, la toundra et le barachois. Mais comment peut-on faire coexister ces 5 panoramas naturels tout en permettant aux gens de vivre une expérience et en se sensibilisant à l'environnement? Un bioparc, évidemment. On se trouve actuellement au Bioparc de la Gaspésie à Bonaventure, où cohabitent plus d'une quarantaine d'espèces animales, pour la plupart indigènes à la province du Québec. Les animaux ici sont soit rescapés parce qu'ils étaient blessés ou orphelins, soit nés ici même. L'équipe connaît intimement les habitudes et l'habitat de chacun de ces animaux pour s'assurer de leur bien-être. On part à la rencontre de Stéphanie Benz, biologiste et responsable de l'éducation. Allô! Bon matin! Ça va bien? Oui, merci toi aussi. Oui, bienvenue au Bioparc. Merci, je suis contente d'être là. Peux-tu aller faire une petite visite? Avec grand plaisir. Donc, un écosystème, c'est un milieu donné où tout ce qui est vivant va interagir avec le non-vivant, donc avec l'environnement, avec le climat, avec le sol. Et c'est vraiment l'interaction entre le vivant et le non-vivant qui va jouer sur l'écosystème, qui va déterminer c'est quoi un écosystème. Et ici au Bioparc, bien, on en a 5. On représente 5 écosystèmes qui sont présents en Gaspésie. Comment est-ce qu'on recrée un habitat pour qu'un animal soit bien ici au Bioparc? On va essayer d'aller chercher toutes les composantes dont cet animal-là va avoir besoin. Donc, des cachettes, de l'eau, de l'ombre. Et on va aller chercher ce qui ressemble le plus à ce qu'il retrouverait en nature. Bien sûr, on a des animaux qui sont nocturnes, des animaux qui sont plus diurnes. Donc, nos animaux vont être nourris à heure fixe ou pas, dépendant des espèces. Ils vont être nourris comme ça 2 à 3 fois par jour. Et au travers des nourrissages, on va faire des enrichissements, des entraînements. Les entraînements qui ont généralement pour but de faciliter les soins vétérinaires ou encore d'encourager des comportements naturels. Donc, on va amener des odeurs, on va amener des objets, des choses pour les stimuler. J'ai toujours adoré parler de la nature, parler des animaux, parler de ce que je connais. Donc, en étant biologiste, le Bioparc me permet justement de partager mes connaissances et j'adore le contact avec le public. Là, si on pense aux caribous de la Gaspésie, les populations sont en déclin et le fait de les voir, le fait d'en entendre parler, bien, les gens vont être sensibilisés, vont avoir un attachement avec ces animaux-là, avec nos ambassadeurs et généralement, en tout cas on l'espère, vont ramener ça à la maison et vont être sensibilisés pour plus tard pour avoir peut-être un impact plus large sur l'environnement, sur la protection de la faune à plus grande échelle. Avoir une relation positive, disons, avec l'animal. Parfois, on peut en craindre certains. C'est le cas de certains animaux qu'on retrouve ici, puis même des insectes. Pour plusieurs, les insectes, bon, c'est nuisible, c'est dégueu, c'est tannant. Des choses comme ça, alors que pourtant, ils sont très, très importants. Donc, on va jouer un rôle de sensibilisation à ce niveau-là. Puis aussi, pour les plus téméraires, là, on peut aussi faire de la manipulation. Donc, pour ceux qui voudraient se désensibiliser aux insectes dans un moment plus avancé, là, ils peuvent toucher nos insectes. Je vais la ramener chez nous, je pense. Bien, le mimétisme va avoir différentes utilités chez les animaux. Chez certains, ça va être une question de camouflage, donc éviter les prédateurs en ressemblant généralement à leur environnement, alors que d'autres vont utiliser le mimétisme pour ressembler à un autre animal. Par exemple, je pense au monarque qui, lui, est un insecte qui est toxique et le vice-roi qui lui ressemble, qui, lui, est plus ou moins toxique, mais en lui ressemblant, les oiseaux vont l'éviter. Donc, lui se protège en ressemblant à un autre. Il y a des serpents aussi qui vont utiliser cette technique-là. Bon, bien sûr, ça va avec l'évolution et ça se fait pas là, en claquant des doigts. Ça se fait sur, bien sûr, de longues années d'évolution. Mais un serpent venimeux qui montre des couleurs pour dire qu'il est venimeux et un autre serpent totalement inoffensif qui va avoir le même type de couleur pour éviter de se faire déranger. Donc, c'est une stratégie de survie, si on veut. Oui, effectivement. Ah, Stéphanie, les animaux ont un certain équilibre avec leur habitat naturel. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de rôles qu'ils ont à jouer? Donc, les lynx du Canada ont comme principale proie le lièvre et ils vont se suivre sur un cycle de 8 à 10 ans.
Donc, quand les populations de lièvres augmentent, par la suite, c'est les populations de lynx qui vont augmenter parce qu'il y a plus de nourriture, peuvent faire plus de petits. Et par la suite, bon, plus il y a de lynx, bien, éventuellement, il va y avoir moins de lièvres, ça va chuter et les populations vont se suivre comme ça sur un cycle vraiment serré. Donc, c'est vraiment là qu'on peut voir à quel point proies, prédateurs ont un rôle très important à jouer dans l'équilibre d'un écosystème. D'autres idées préconçues, ça peut être, par exemple, que l'ours est un animal qui est très dangereux à rencontrer en nature, alors que si on sait comment faire, si on sait comment réagir, c'est tout à fait inoffensif parce qu'il préfère éviter la confrontation. Stéphanie, comment est-ce qu'on trace la frontière entre la biologie animale et botanique? Animal, c'est tout ce qui va toucher justement les animaux et la botanique, c'est tout ce qui va être floral. Mais en fait, il y a des champs d'études pour tous les règnes du vivant. Donc, il va y avoir animal, végétal, les champignons et d'autres règnes comme ça. Et même au sein, par exemple, de la biologie animale, bien là, il va y avoir encore là, des spécialités. Par exemple, ceux qui étudient les oiseaux, c'est les ornithologues. Il va y avoir ceux qui étudient les insectes, les entomologistes, parce qu'il y a tellement d'animaux à étudier que ça prend des spécialistes pour chacun de ces groupes. Je suis là justement vraiment à 100% pour les animaux. Donc je m'occupe de l'habitat, de l'alimentation, du médical. Donc c'est là justement qu'on va faire comme de l'entraînement, des enrichissements pour favoriser le milieu de vie de l'animal et qu'il soit en meilleure santé. On vient de vous voir nourrir les phoques. De quelle façon vous choisissez l'alimentation des animaux? Au fond, ça va être vraiment par rapport à la biologie de l'espèce. Par exemple, les phoques en nature, ils vont se nourrir principalement de poissons, et dont le hareng, qui est justement le poisson qu'on utilise au bioparc. Par exemple, pour les ratons laveurs, eux, c'est des omnivores. C'est vrai que ça va être justement de la moulée de canidés, avec justement de la viande chevaline et des fruits. À quoi ça sert les entraînements que vous faites avec les animaux, juste? Au fond, les entraînements, ils ont plusieurs buts. Principalement, désensibiliser l'animal, donc il s'habitue à notre présence. Donc justement, ce qui va après faciliter les soins médicaux. Donc par exemple, pour les phoques, ça va être de monter sur le tapis. Donc là, ça va permettre justement une manipulation. Donc on va pouvoir toucher l'animal entier. Aussi, quand on les a fait sauter justement à la bouée, ça permet aussi de travailler leur propulsion et aussi de se garder en forme. Donc ça, on va désensibiliser l'animal à la cage de transport. Donc ça va permettre justement de l'amener au besoin chez le vétérinaire ou juste de le changer d'habitat. Souvent, ça guérit tout seul, mais justement quand on voit que ça ne guérit pas ou que ça empire, ben là on va intervenir. Donc c'est là que l'entraînement rentre en compte, parce que justement on va soit pouvoir partir en cage de transport, ou comme on les a désensibilisés et qu'on peut les manipuler, on peut des fois directement faire des soins directement à l'animal. En plus, il y a des soins, la plupart sont donnés directement dans leur environnement pour éviter tout stress. Allez, à la prochaine. On a plusieurs qu'on peut approcher comme les ratons laveurs, mais par exemple pour les lynx du Canada, les cougars, ours noirs, ça va être tout fait à travers le grillage. Donc là, pour le grillage, on va les entraîner à venir juste se coller des fois, donc coller le derrière. Donc ça permet justement des injections. Donc que ce soit de la médication ou même faire des prises de sang. On les entraîne aussi des fois à se mettre debout sur le grillage. Donc là, ça permet de voir les pattes, de voir le ventre, donc de voir justement si l'animal est en santé. Ça permet de faire un check-up général. Parce que c'est important justement que l'animal ait confiance en nous aussi. Donc on va inciter l'animal à participer volontairement. Donc c'est lui qui va décider ou non de travailler avec nous. De collaborer. Exact. C'est sûr qu'être animalière, ce qui est magique, c'est qu'on a les animaux avec nous tous les jours. La proximité qu'on a avec, parce que c'est pas tous les jours justement qu'on peut approcher un phoque à moins d'un mètre. Oui. De rendre aussi l'habitat plus favorable, de leur permettre de plus s'épanouir en captivité, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Cindy, pourquoi est-ce qu'on donne la nourriture au biberon aux animaux? Au fond, aussi au bioparc, on reçoit souvent des animaux rescapés de la nature. Donc par exemple, actuellement, ici au bioparc, on a 5 ratonneaux. Eux, au fond, habituellement, la mise bas a lieu en avril-mai, mais on parle d'un 4 mois justement de sevrage. Donc on s'entend qu'on n'a pas encore dépassé le sevrage, donc on les nourrit justement au biberon à ce moment-là. L'enrichissement, comme on le trouve dans enrichissement, c'est enrichir le milieu de vie de l'animal. Donc pour ce faire, on va introduire des choses. Donc ça peut être de la nourriture, des odeurs, des objets. Comme en nature, le lynx du Canada, c'est un animal nocturne, et lui, la nuit, au fond, il peut parcourir de 2 à 19 km pour suivre justement les sentiers des lièvres, qui est sa favorite proie. Donc là, on s'entend qu'il se déplace beaucoup et nous, on a un milieu restreint. Donc pour ce faire, ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est introduire des crottes de lièvre.
Par exemple, on pourrait éparpiller dans l'habitat des crottes de lièvre, ce qui va inciter l'animal justement à redécouvrir son territoire, donc redécouvrir son habitat. Donc ça va justement le stimuler mentalement et physiquement. L'entraînement, ça en fait partie aussi parce que ça permet de le désensibiliser, de le changer de sa routine. Donc ça, c'est justement une chose très importante. Et aussi, comme on privilégie les soins vétérinaires, tout ça par la suite, l'animal n'a pas de stress. On préfère diminuer tout ça. Je les aime toutes, mais j'ai une petite préférence pour les ratons laveurs. Pour l'entraînement, nous, ici, ce qu'on fait avec les ratons laveurs, c'est du positionnement. Donc, ils ont chacun leur bûche. En même temps, ça nous permet de pouvoir faire des manipulations. Donc, c'est plus facile pour faire des injections. Puis aussi, les vermifuges, il faut les vermifuger généralement à chaque saison. Donc, c'est plus facile. On leur donne chacun leur portion. Fait qu'on s'assure qu'ils l'ont pris chacun. L'entraînement, je vais les palper, les toucher. Puis la plupart se laissent tout manipuler. Puis ils savent c'est quelle leur place. L'enrichissement, on va faire ça pour stimuler les animaux physiquement, mentalement. Donc là, aujourd'hui, pour les ratons, c'était des bouteilles. Donc, ça les permet d'aller chercher leur nourriture. Donc, ça les stimule vraiment au niveau mental. Leurs pattes, là, ont vraiment un toucher développé. Donc, un peu comme nous. Donc, ça aime beaucoup tâter, manipuler qu'est-ce qu'ils vont manger, d'où le nom raton laveur vient. Le bioparc, de par sa mission, a une mission de sensibilisation, d'éducation à la biodiversité de la Gaspésie, mais du Québec et de façon plus globale. Et de par nos activités qu'on fait avec le public, des activités de différentes natures, des activités éducatives, ce statut-là d'institution muséale à vocation scientifique vient confirmer tout ça et assurer un standard de qualité dans ce qu'on fait dans nos différentes actions. Alors, le vivant, ça demande des soins quotidiens, ça naît, ça vit et éventuellement, ça meurt aussi. Donc, c'est toute une gestion qui est différente d'une collection qui est plus statique. Alors, c'est des soins 7 jours sur 7, 365 jours par année, beau temps, mauvais temps. Il faut prendre soin des animaux de façon à assurer leur bien-être constant, donc des soins au quotidien, comme je le disais, mais des soins vétérinaires aussi pour assurer leur santé. Ce qui fait que de façon mensuelle, la vétérinaire vient faire ses visites de prophylaxie, donc de prévention au niveau des soins médicaux. Elle supervise aussi tout ce qui demande des soins plus rapprochés. Si on a l'administration de médicaments pour certains spécimens, s'il y a des interventions à faire chirurgicales, le fait qu'elle ne soit pas ici sur place tous les jours, il y a un suivi assez serré qui se fait entre elle et la responsable des soins animaliers. Dès que c'est nécessaire, en fait, la vétérinaire va se rendre ici sur le site pour une visite. Dans certains cas, on se rend chez elle avec l'animal, en autant que ce soit un animal qui se transporte bien. Peut-être pas l'ours, là. Peut-être pas l'ours, effectivement. Les orignaux aussi, ça se transporte pas tout à fait bien. Mais les profils qu'on recherche, c'est des gens qui ont un bon sens d'observation, qui sont capables de capter des changements de comportement ou d'attitude, si on veut, chez les animaux. Ça demande des gens qui ont des compétences aussi en santé animale. Ce qu'on souhaite, c'est créer un lien, un attachement entre les visiteurs et l'animal. Que ce soit au niveau de l'éducation, des activités ponctuelles ou même assister parfois à un repas en direct des animaux. Puis, une fois sorti le visiteur, il vit d'autres expériences, mais il va se rappeler de cette expérience-ci vécue au bioparc. Et ultimement, ça va l'amener à changer certains comportements en faveur de la protection, de la conservation de la biodiversité des animaux, des différentes espèces, mais de la biodiversité et de l'environnement en général. Franchement, j'ai adoré notre journée au Bioparc aujourd'hui. D'abord, d'être accueillis par une équipe de passionnés qui ont vraiment un sens de l'observation affiné pour nos animaux, qui sont petits soins avec eux, et aussi de chasser nos craintes, nos perceptions parfois erronées sur les animaux, mais sur les insectes notamment qu'on a pu observer. Le mimétisme aussi, c'est absolument fascinant. Une autre belle journée à l'émission C'est curieux.